on ait échangé le feu avec ISIL. Une mission contre les terroristes de l'État islamique, c'est la chose correcte à faire. Il a dit aux Canadiens qu'on n'était pas dans une mission de combat. C'était faux. Notre mission terrestre en Irak était to advise and to assist. Nos troupes ont tué des terroristes, des djihadistes. C'est leur mission. Nous sommes très fiers d'eux. Pourquoi il a induit les Canadiens en erreur? I know the opposition thinks it's a terrible thing that we're actually standing up to the jihadists. Oui, Stephen Harper, hier aux communes, qui disait « Je sais que l'opposition trouve terrible qu'on se tienne debout face aux djihadistes ». Et il ajoutait que certains d'entre eux se soient aussi, que l'opposition trouve terrible que certains d'entre eux se soient fait tuer par des militaires canadiens. Alors, le ton, on le voit, du premier ministre a changé cette semaine face aux critiques de l'opposition sur la mission en Irak. Rentrée parlementaire ou rentrée électorale à Ottawa. En tout cas, beaucoup de matière pour nos commentateurs ce soir encore. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la semaine dernière, on parlait un peu du ton caricatural à Québec parce que le PQ avait parlé de l'influence de l'Arabie saoudite sur Philippe Couillard. Aujourd'hui, ce ton caricatural, on le retrouve un peu à Ottawa parce que Stephen Harper tente de caricaturer un peu la position de l'opposition sur la mission en Irak. Daniel, comment est-ce qu'on peut interpréter ou comment est-ce qu'il faut interpréter ce changement de ton de Stephen Harper? Stephen Harper a entre les mains une très bonne carte, celle de la fierté des Canadiens. Il y a la peur des Canadiens aussi devant tout ce qui se passe, mais la fierté, il va la jouer très bien, très fort, d'autant plus que la carte de l'économie est un peu plus pâle. Tout à l'heure, à titre d'exemple, sur Facebook, le ministre James Moore a placé une magnifique photo de 3 femmes soldats kurdes combattant le groupe État islamique avec la mention au bas de la photo, et je traduis littéralement, le Canada est toujours du bon côté de l'histoire. Alors, c'est vous dire où s'en va Stephen Harper. Il va jouer cette carte-là à fond, celle de la sécurité, celle de la fierté des Canadiens. Et il y avait un sondage aujourd'hui qui démontrait que les 2 tiers des Canadiens l'appuient et seront prêts à lui pardonner des petits et grands mensonges sur les détails de la mission. Tacha, l'opposition pose des questions. Stephen Harper répond « Vous n'êtes pas assez patriotique ». Qu'est-ce que vous lisez dans ces propos-là? Bien, je pense que Daniel l'a dit bien. C'est vrai qu'on peut argumenter, est-ce que les soldats qui sont là sont dans le feu du combat? Est-ce qu'on a menti aux Canadiens? Mais est-ce que les Canadiens vont se soucier de ça, du fait que le premier ministre les a peut-être induits en erreur? Je pense que probablement non. Il faut le mettre ça en perspective. Il y a 3 échanges de feu qui se sont faits. On a 69 combattants sur le terrain. C'est pas énorme. Ils sont là depuis plusieurs mois. Et je pense que le gouvernement essaie d'être transparent avec ce qui s'est passé parce qu'ils savent que dans 2 mois, ils doivent revenir au Parlement et demander est-ce qu'on va étendre cette mission parce que certainement, ça va pas être fini. Alors, je pense jouer la carte patriotique, c'est la meilleure façon pour le gouvernement de faire que ce soit une guerre ou une situation qui est appuyée par le peuple canadien. Michel, comment est-ce qu'il essaie de camper quand même le rôle de l'opposition? Bien, il la présente pratiquement comme une espèce de 5e colonne qui sape les efforts du Canada dans la lutte contre le terrorisme. Écoutez, c'est aussi ridicule. Vous mentionniez tantôt ce qu'on avait dit de M. Couillard la semaine dernière, la supposée influence de l'Arabie sur sa position sur la laïcité. Bien, supposer que M. Molker a des sympathies djihadistes, c'est aussi ridicule. M. Molker ne s'inquiète pas pour les djihadistes, s'inquiète pour la sécurité des soldats canadiens qui sont en Irak. Et je pense qu'il y a des questions qui sont légitimes. Comment ça se fait qu'il y a seulement les Canadiens qui se font tirer dessus et que les autres membres de la coalition, semble-t-il, ne sont pas dans cette situation-là? Je veux bien croire que les Canadiens sont bien d'accord pour que nos soldats ripostent, mais il faudrait d'abord savoir comment ça se fait qu'ils se trouvent là alors qu'on leur avait dit que c'était pas le cas. Oui. Daniel, est-ce qu'on essaie un peu de dévier le débat? Parce que, comme dit Michel, il y a quand même des questions légitimes sur le rôle des Canadiens, les risques qu'on leur fait courir, le coût de cette mission, la durée. Oui, non, ce sont des questions très pertinentes, sauf que si vous connaissez bien Stephen Harper, le respect du Parlement, du fonctionnement du Parlement, des débats, etc., démocratiques, c'est pas sa tasse de thé. Il trouve que le Parlement, c'est une perte de temps, il le laisse entrevoir de plus en plus.
Meilleur exemple, demain, ce qu'il va aller annoncer à l'extérieur du Parlement, le nouveau projet de loi, et les députés qui voudront connaître les détails du projet de loi devront se rendre dans une salle quelque part alors que la période de questions est en cours. Alors, comme respect du Parlement, vous repasserez. Sauf que Stephen Harper se dit, un peu comme Tasha le disait tout à l'heure, il fait le pari que les Canadiens vont voir l'histoire de façon plus globale, ne vont pas s'arrêter à des détails de comment ça coûte, est-ce qu'on a tiré une fois ou deux fois, est-ce que les Britanniques l'ont fait puis nous, on ne le fait pas. Il va plutôt leur dire, écoutez, il y a une crise majeure sur la planète. On envoie des soldats dans des pays extrêmement dangereux comme l'Irak et la Syrie. Il faut vous attendre à ce qu'ils reçoivent des coups. Et c'est le rôle du Canada d'être là et de lutter contre le terrorisme. Je vous vois réagir, Tasha. Oui, et ça fait aussi, revenir un peu aussi sur ce que Michel a dit, ça fait également l'affaire de l'NPD, également l'affaire des conservateurs. Absolument. Si vous vous rappelez Taliban Jack, comme on a caricaturé Jack Layton, qui voulait négocier avec le Taliban, ça revient au fait que Ce qui s'est finalement passé par la suite. C'est vrai, ça s'est finalement passé, mais au moment qu'il l'a dit, c'était très controversé et ça polarise entre les conservateurs et l'NPD, le vote pacifique avec l'NPD et le vote plus militariste avec les conservateurs et ça coince les libéraux au milieu, ce que M. Harper et M. Mulcair essayent bien de faire cette élection qui s'en vient. Bon, et c'est probablement la raison, que pour laquelle les libéraux laissent entendre qu'ils vont probablement appuyer le projet de loi demain pour ne pas avoir à prendre position. Oui. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais qu'on regarde, parce que le message du gouvernement est assez clair, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une nouvelle vidéo qui est sur son site web, le site du gouvernement. On va regarder ça, on en parle juste après. Le Canada ne sera jamais activé. Alors, 3 minutes de discours patriotique sur la mission en Irak, sur la menace terroriste, avec une musique appropriée, je dirais. Tasha, Michel, votre réaction à ce message tellement clair et tellement patriotique? Bien, l'élection est lancée, hein, c'est clair. Écoute, c'est le message et je ne sais pas si c'est Daniel ou Michel qui l'a dit aussi qu'on ne veut pas faire campagne seulement sur l'économie. Il faut que les conservateurs trouvent un autre cheval de bataille et le patriotisme, le conflit militaire, ça l'est. Ils savent que c'est quelque chose qui tient à cœur les Canadiens. Les attentats qui ont lieu à Ottawa ont vraiment, je pense, changé le ton de la menace terroriste et je pense que c'est une question. Écoute, le gouvernement doit s'occuper de cette question. C'est pas qu'ils doivent pas s'occuper de la menace terroriste, mais ça les aide. C'est certainement vrai. C'est profitable, Michel, pour Stephen Harper? Évidemment, c'est profitable. Écoutez, la sécurité, la loi, l'ordre, c'est le fonds de commerce des conservateurs. Alors là, vraiment, c'est le pactole, là, ce qui se passe actuellement pour eux. La guerre en Irak, les Canadiens se font tirer dessus. La psychose du terrorisme de façon générale, là, je voyais un sondage d'ANOS aujourd'hui selon lequel deux Canadiens sur 3 considèrent que le Canada est en guerre contre le terrorisme. Notamment, il y a aussi, disons, une ligne à ne pas franchir. Il y a presque autant de Canadiens qui craignent qu'on donne trop de pouvoir aux agences de sécurité, mais de façon générale, pour tout gouvernement militariste, si on veut, une situation comme celle-ci est tout profit. Et dans la mesure où, comme mes 2 collègues le disaient, l'économie va mal, il ira peut-être plus mal, on ne sait pas, au moment où l'élection sera déclenchée. Ça fait un plan B superbe pour M. Harper. Vous parliez de Michel Trudeau, de Justin Trudeau, Daniel. Est-ce que c'est un bon calcul pour lui d'appuyer ces mesures antiterroristes? Moi, écoutez, je pense que oui, parce que, la cible des conservateurs pendant cette campagne électorale, ce ne sera pas Thomas Mulcair, ça va être Justin Trudeau. C'est Justin Trudeau qui les menace. Les conservateurs souhaitent que Thomas Mulcair reprenne du poil de la bête, enlève des votes aux libéraux pour diviser le vote en leur faveur. Donc, leur cible, c'est Justin Trudeau. À partir du moment où, sur une question comme celle-là, où ils l'ont vilipendé à plusieurs reprises, rappelez-vous certaines déclarations de Trudeau sur les chasseurs F-18 qu'on considérait comme des jouets, à partir du moment où Trudeau est de leur côté, les conservateurs vont être un peu embêtés, vont devoir trouver autre chose. Bon, j'aimerais qu'on dise un mot sur ce premier débat du PQ maintenant, toujours intéressant, devant des étudiants de l'Université de Montréal, un débat d'avant-match, je dirais, qui nous prépare pour la course à la direction qui n'est pas encore officiellement lancée. Alors, Michel, vous avez eu le plaisir d'y assister. Qu'est-ce que vous en avez retenu surtout? Bien, évidemment, la mise en scène était assez pittoresque. Disons, Monsieur Pellado, dans une toute petite télévision depuis Bécomo sur la scène, ça faisait
assez c'était spécial. Un peu spécial. Oui. Ça ne l'avantageait pas, disons. Non, absolument pas. Mais plus encore, dans le cas de M. Péladeau, ce qui m'a frappé, c'est le peu de degrés de préparation qu'il avait. Ça fait quand même plusieurs semaines que M. Péladeau sait qu'il va être candidat, sait qu'il devra affronter ses adversaires dans des débats. Celui-ci était préparatoire, mais c'était quand même... Les bonnes questions commençaient déjà à être posées et il n'était pas préparé à y répondre. Tous les politiciens doivent, patiner un peu, là, mais il y a des limites. Là. Et là, M. Péladeau était, mais à des années-lumière des questions qui lui étaient posées. Je ne suis pas capable d'imaginer qu'il va pouvoir continuer comme ça pendant des semaines. Il faudra voir d'ailleurs combien de débats il va y avoir et ça devient très important, je pense. C'est une décision de la direction du parti qui va être lourde de conséquences. Si on épargne le plus possible des débats à M. Péladeau, c'est presque une forme de parti pris. Bon, Michel posait la question. Daniel, combien de temps pourra-t-il encore faire campagne comme ça sans répondre aux questions? Mon impression, c'est que Pierre-Carl Péladeau, le vrai Pierre-Carl Péladeau, on ne le verra pas avant la fin de cette course à la direction. On le verra seulement la journée où il deviendra chef du Parti québécois, parce que dans ma tête, ça ne fait pas beaucoup de doute. Pour plusieurs raisons. Cette course à la direction va se faire sur les questions préférées du Parti québécois, toutes les questions d'identité, la mécanique du référendum, tout ce qui a été rejeté la dernière fois par 75 des Québécois lors des élections. Donc, Pierre-Carl Péladeau va surfer là-dessus. Sur la question de la souveraineté, il est très sincère, il est très convaincant. Je pense qu'il y en a assez pour se rendre jusqu'au congrès à la direction. Sur son empire médiatique, sur sa relation amour-haine avec les syndicats et sur tout le reste, je pense pas qu'on va apprendre beaucoup de Pierre-Carl Péladeau. Ça va enrager les autres candidats. Mais si j'étais à la place de Péladeau, c'est ce que je ferais aussi. Quand vous avez l'appui de tout le parti, que tous les gros canons du PQ sont prêts à avaler toutes sortes de couleuvres pour qu'il gagne, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Sacha, il peut se le permettre. La haine pour les syndicats, oui, je vois pas l'amour, moi, mais en tout cas... ouais, c'est peut-être mal exprimé. Là. Mais il paraît qu'il a changé. Ah, et peut-être il va changer parce qu'il sait exactement comme tu dis qu'il doit dire certaines choses pour rassurer les militants péquistes qui sont pro-syndicalistes. Mais je pense que ça me rappelle beaucoup la lutte de Justin Trudeau et les libéraux, la non-lutte, on pourrait dire, qu'il a fait, la longue campagne qu'il a fait. Il y a des gens qui ont resté dans la campagne jusqu'à la fin, mais on savait tous que c'était déjà décidé. Et lui aussi a fait des gaffes, mais le fait que sa personnalité était tellement importante pour le parti a fait que, ils ont opté pour lui. M. Péladeau, je vois la même chose qui arrive ici. Mais il y a quand même, je comprends que M. Péladeau a toutes les chances de l'emporter, mais dans une course au leadership, l'emporter, c'est évidemment le premier but, mais ça doit aussi servir à mobiliser le parti. Et là, il y a des éléments, et je pense pas à la souveraineté parce que c'est vrai, M. Péladeau, je pense, a la confiance de tout le monde sur ce plan-là. Mais pour les péquistes, la social-démocratie, c'est quelque chose qui est très important aussi. Dans leur esprit, ça fait partie du projet de faire un Québec souverain, oui, mais un Québec social-démocrate. Et à cet égard-là, j'ai peur que M. Péladeau échappe du monde en route. Et par ailleurs, si pendant des mois et des mois, là, tout le monde dit le pays, puis c'est là qu'on s'en va, bien, ça va devenir un petit peu compliqué après le leadership. Et plus l'élection va approcher et plus l'évidence d'un référendum va s'éloigner, d'expliquer à tout le monde que finalement, ce qu'on a dit, c'était pas ça, que c'était juste pour le leadership et qu'il n'y aura finalement pas de référendum. Alors, il y a des problèmes qui s'accumulent pour la suite des choses. C'est le dilemme éternel du PQ. C'est quand tenir ce fameux référendum. Et c'est ce qui a fait que la dernière élection a tourné sur la question, parce que c'est toujours, on ne sait pas. Mais tu as raison, Tacha, mais M. Péladeau ne peut pas dire en même temps, moi, tout ce qui m'importe, c'est faire un pays, puis après ça, dire qu'il n'y aura pas de référendum. Ça va être embêtant. J'ai hâte de le voir. Le sage, le mot de la fin à vous. Je rejoins Michel sur la social-démocratie, sauf que la social-démocratie, oui, c'est très fort au PQ, oui, ils y croient. Sauf que dans l'ensemble de la société québécoise, je ne suis pas convaincu que la profession de foi est aussi forte, d'autant plus que dans un contexte de rigueur économique qui est celui qu'on connaît en ce moment, les grands principes de la social-démocratie sont beaucoup plus difficiles à maintenir. Eh bien, je sens qu'on va en reparler de ces débats au PQ. Avec ça plaisir. permet quand même aux militants et aux Québécois de peut-être quand même mieux voir M. Péladeau. Souhaitons qu'il y ait plusieurs débats. Oui, souhaitons. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. À la semaine prochaine.